Aujourd'hui, quand une entreprise vient dans une zone déterminée, elle va devoir accéder au sous-sol. Mais avant d'accéder au sous-sol, il y a le sol sur lequel, en fait, les communautés, pendant longtemps, ont eu l'occasion, au moins, de travailler sur le moyen de subsistance. Et si l'entreprise arrive, ça veut dire inévitablement perte de moyens de subsistance potentiels pour ces entreprises, pour ces communautés-là. Mais deuxièmement, c'est que souvent, quand ces entreprises arrivent, les collectivités locales et les communautés ne sont informées qu'au jour où l'entreprise a besoin d'une certaine surface. Parce que ce qui se passe ici au Sénégal, c'est que c'est le ministère des Mines qui signe la convention, mais c'est la collectivité locale qui attribue le titre, en fait, foncier, pour vous dire. Donc, ça veut dire que dès l'instant qu'une convention minière est donnée à une entreprise, il y a une délibération, normalement, que la collectivité locale doit faire pour mettre à disposition ce bout de terre sur lequel l'entreprise doit ou explorer et de manière ultime exploiter. Donc, dans la perspective, c'est de s'assurer aujourd'hui comment est-ce qu'on s'assure que le permis social d'exploiter puisse être valable dans la zone. Dans le cadre du projet qu'on a fait sur financement de OSIWA, on l'avait intitulé « Approche systémique du développement rural », la RSE comme étude de médiation sociale dans les zones d'exploitation minière. Et je dirais, si M. Sen et le professeur Sen était encore là, que c'est un des ressortissants de l'ISE qui était en charge en fait de ce projet-là. Et il est dans la salle, c'est Morseifa. Et l'avantage de ce projet, ça a été surtout, au départ, on a fait une étude diagnostique qui nous a permis de voir effectivement quelles sont les problématiques auxquelles les communautés sont confrontées quand une entreprise minière arrive. Et au-delà de ce diagnostic, on a aussi essayé de voir quel est le jeu de rôle des acteurs. Parce qu'en fait, quand on parle de parties prenantes, dans le cadre de l'industrie, des industries extractives, c'est souvent l'État, c'est la collectivité locale, c'est les communautés. Il faut savoir aussi les ONG que nous sommes qui intervenons dans la zone. Et c'est toujours utile de voir dans le jeu de rôle qu'il y a, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'au moins qu'il y ait une évolution qui permette d'avoir un climat social apaisé. Et dans le cadre de ce diagnostic-là aussi, on est allé chercher comment capaciter au mieux les communautés pour qu'elles soient en mesure d'être en vis-à-vis avec les entreprises. Parce que ce qu'on avait auparavant, c'était carrément conflit, tout ce qu'il y a comme gestion des conflits derrière, c'est caillassage, c'est peut-être brûler en fait des pneus et autres. C'est-à-dire qu'on était carrément que sur du conflit. Alors l'idée, c'était de partir de la confrontation pour arriver à un moment où les gens se mettent sur la table de négociation et essayer de partager au moins en fait sur ce qui va permettre de créer un climat social apaisé. Et dans le déroulement de ce projet-là, nous avons beaucoup privilégié tout ce qui est renforcement de capacité des communautés pour aller à faire en sorte que dans l'esprit qu'elle intègre une chose, c'est que l'entreprise elle est présente certes, mais elle peut être aussi source de bien-être et de confort. Mais comment s'assurer que ce bien-être et ce confort répondent véritablement aux aspirations des communautés? Il faut qu'elles soient en mesure de dire qu'est-ce qui est le confort pour eux, qu'est-ce qui est le bien-être pour eux. Et dans le travail qu'on a fait, nous avons voulu dire, mais si on parle de l'accès aux services sociaux de base par exemple, est-ce que quand l'entreprise arrive, elle a trouvé un accès à l'école, à l'éducation, l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, l'accès à une hygiène, l'accès à tout ce qui est en fait électricité, l'accès à, même quand il y a des activités économiques, comment est-ce que les communautés sont accompagnées. Et quand on fait le diagnostic, on se rend compte que dans la plupart des régions minières, ces droits-là n'étaient pas assurés par l'État qui, en bout de ligne, reste celui qui a la compétence régalienne de faire en sorte que l'éducation arrive à ses fils, l'eau arrive à ses fils, l'énergie arrive à ses fils, l'hygiène et l'assainissement arrivent à ses fils. Ce n'est pas aux entreprises qui viennent s'installer dans nos zones pour exploiter, et j'aimais bien le mot de Soro qui disait faire du profit, à qui on doit déléguer ces compétences régaliennes-là. Elles peuvent contribuer, mais on ne doit pas nécessairement penser qu'aujourd'hui, si l'entreprise met en place une école, elle doit être obligée quelque part de prendre l'instituteur et de le prendre en charge. Si elle met une case de santé, elle doit être obligée de prendre en charge l'infirmier, alors que tout cela, c'est des fonctionnaires normalement que l'État doit envoyer, parce que tout un chacun d'entre nous paye des impôts pour que l'État s'occupe de ces compétences régaliennes-là. Donc dans le cadre de ce projet, nous avons aussi intégré une chose, c'est ce qu'on appelle les initiatives de développement local. Nous avons dit aux entreprises, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les communautés prennent le plus de casquettes de parties prenantes. Si la communauté, à un moment donné,
devient employé. C'est tout bénéfique. Si la communauté arrive à être fournisseur pour l'entreprise, c'est tout bénéfice. Si la communauté arrive à un moment donné à devenir même cliente, parce que nous, dans notre esprit, c'est de dire que le plus les communautés prennent le casquette de partie prenante, le plus elles seront en mesure de voir quel est, en retour, ces communautés-là auront dans le cadre de ce qui est exploitation. Et si tant est que dans une zone déterminée, Thiès, je dois le dire, nous avons accompagné une des entreprises à travailler sur ce qu'on appelle des fermes intégrées, qui permettent aujourd'hui aux communautés de pouvoir être en fait fournisseurs de l'entreprise pour tout ce qui est légumes, fruits et légumes, tout ce qui est embouche bovine, c'était prévu dans le cadre de ce projet, tout ce qui était agriculture était prévu dans le cadre de ce projet, mais aussi derrière, nous avions intégré ce qu'on appelle la gestion des déchets de l'entreprise, des déchets organiques. Parce que c'est une entreprise dans laquelle, au minimum, il y a 6000 plats qui sont servis. Donc, inévitablement, il y a du déchet organique qui arrive. Et dans le cadre de cette ferme intégrée qu'on voulait mettre en place, nous avions dit les déchets organiques que vous avez devraient pouvoir servir à faire du compost qui nous permettait d'avoir carrément une production qui soit plus bio. Quand je dis bio, je dis saine et durable. Parce que quand on dit bio, ça implique beaucoup de choses. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous avons effectué ce projet. Mais surtout, en tant qu'ONG, nous avons dit aux communautés, nous vous accompagnons sur des initiatives de développement local. Nous avons demandé dans l'arrondissement de Mewan, qui est constitué de 4 communes, dans chacune des communes, on a demandé aux groupements de jeunes, aux groupements de femmes, ou même juste aux groupements qui existent, de présenter un projet de développement local. Et sur cette base-là, notre ONG a financé en disant aux entreprises derrière, si nous, en tant qu'ONG, on est capable de financer sur une portion congrue des initiatives de développement local, on devait aller dans le sens où, vous, entreprise, vous travaillez à ce qu'on fasse en sorte que sur les standards de qualité et de production, vous accompagnez aussi les communautés en termes de formation et de renforcement de capacité. On a, dans le cadre, par exemple, de tout ce qui est projet de ferme intégrée, ce que nous avons surtout demandé, c'est de dire, l'entreprise en tant que telle dit, si on doit me donner des carottes, le calibrage doit être ça. Mais l'entreprise devrait évoluer et dire, je n'ai pas besoin de calibrage, mais j'ai besoin de la qualité. Parce que dès l'instant qu'on met du calibrage, ça signifie derrière, on ne donne pas à ces communautés l'occasion d'évoluer. On leur dit, sur la première année, par exemple, on a 10% de tout ce qui est fourniture en fruits et légumes est fourni par la ferme intégrée. Et on évolue en fonction de qu'est-ce que la ferme intégrée pourra faire de manière ultime dans un horizon 5 ans, 10 ans, et devenir quelque part même peut-être le fournisseur unique de l'entreprise sur tout ce qui est produit en fait qui vont être utiles dans le cadre de l'exploitation. De la même manière, nous avons fait une étude. On a dit, quelle est la contribution des entreprises au développement local? Et dans le cadre de cette étude, nous avions un accès par les services sociaux de base, c'est de dire, on a fait carrément une cartographie dans chacune des régions minières sur lesquelles on est allé, toutes les interventions des entreprises qui étaient de la RSE, et j'aime bien le mot que dit toujours mon collègue Morcey Fall, il dit toujours que le niveau 0 de la RSE, c'est le respect des lois et règlements. Ça commence par ça. Le niveau 0 de la RSE, c'est le respect des lois et règlements. Et tout ce qu'on rajoute derrière, c'est en fait, de manière ultime, du volontariat qui montre qu'aujourd'hui, on crée les conditions pour que chacun profite. Parce qu'une entreprise minière qui vient s'implanter chez nous doit aujourd'hui aider à rajouter du confort aux communautés qu'on déplace, mais non les laisser encore dans plus de vulnérabilité et plus de précarité. Et ce qui a été utile dans le cadre de cette étude-là, c'est que ça nous a permis de déterminer véritablement le jeu de rôle qu'il doit y avoir. Issa disait tantôt qu'il n'y a plus d'abri provisoire dans la zone de Kédougou. Moi, pour avoir, dans un passé lointain, habité la zone Tambacounda et Kédougou, à l'époque, pour aller à l'école, si on n'allait pas à l'école des sœurs, comme on disait, on n'a pas la possibilité d'accéder à l'école. Parce que l'éducation n'était pas encore véritablement, ou les écoles n'étaient pas véritablement implantées dans cette zone-là, où il fallait carrément faire beaucoup de kilomètres pour être sûr de faire une scolarisation. Aujourd'hui, dans cette zone-là, pour le travail que nous avons fait, nous savons exactement, dans chacune des communes, combien de salles de classe ont été mises en place. Nous savons dans chacune des communes combien de cases de santé et centres de santé ont été mis en place. Nous savons dans chacune des communes quels sont les projets de développement durable sur lesquels en fait, l'entreprise a accompagné. Et ça nous permet derrière de dire, cette entreprise-là est en mesure d'accompagner aujourd'hui l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, mais ce n'est pas son devoir régalien. Et ça, il faut que, dans le jeu de rôle, on précise d'autant quelle est
aujourd'hui la compétence de chacun et quel est le rôle de chacun. Et quand on dit la responsabilité, moi je fais toujours le lien en Wolof entre li ñu war ak li ñu warlul suñu bopp. Li ñu war, c'est plus en fait en termes de législation et de droit. Mais li ñu warlul suñu bopp, en fait, habituellement, on est plus enclin à respecter ce sur quoi on se donne une responsabilité qu'à respecter la loi. Moi, je suis juriste de formation, mais je peux vous assurer qu'il y a certaines lois que je ne respecte pas. Il m'arrive de griller un feu vert, un feu rouge. Et pourtant, c'est la loi. Non, je dis, la plupart d'entre nous, la loi est ce qu'elle est, mais nous ne la respectons pas quelquefois. Alors que si je suis à un niveau où je suis dans l'idée de c'est ma responsabilité de m'arrêter à un feu, c'est-à-dire que les autres auront beau griller le feu, ma responsabilité, je l'assume. Je continue de l'assumer indépendamment des comportements des autres. Et c'est ça qui est important, qu'il faut qu'on rappelle dans le cadre de la RSE, c'est que cette responsabilité-là, volontaire, obligatoire, moi je ne suis pas sur ce débat-là. Moi je suis de ceux qui pensent que si dès l'instant qu'on se donne la responsabilité d'effectuer des choses en faisant référence à des valeurs, en faisant référence à tout ce qui est comportement éthique et transparent, on se donne plus la possibilité de respecter d'autant la loi, parce que toutes les fois où la loi nous imposera une chose, notre responsabilité nous conduira à respecter cette loi-là. Donc c'est un peu ce que je voulais rajouter au débat sur le côté obligatoire volontaire de la RSE, pour dire que, et moi j'aime bien les deux mots Wolof, qui souvent en fait nous donnent plus de poids à la responsabilité que l'on a en tant qu'entreprise quand on intervient dans une zone. Pour finir, je viens comme ça d'une mission où en fait nous avons maintenant une approche par les droits humains. Aujourd'hui, nous avons dit, mais quel doit être le devoir de diligence raisonnable d'une entreprise qui aujourd'hui s'implante chez nous, en référence au principe de John Ruggie. Aujourd'hui, une entreprise qui se présente, si on fait une corrélation avec les principes de John Ruggie, on ne se limite plus à la RSE. C'est une question de préserver la dignité humaine des communautés que nous allons déplacer. Et pour donner un exemple, c'est l'exemple d'une communauté qui a été déplacée dans la zone de Thiès. Et pour faire sur le ton de la boutade, les gens disent par exemple Barnga et Bardiop, c'est devenu les Almadies de Pire. Parce qu'on voit vraiment la différence. C'est des populations qui ont été déplacées et grassement, je dois dire grassement compensées. Mais aujourd'hui, un an après, ce qu'on voit le plus, c'est que la précarité commence à s'installer. Parce que comme disait tantôt Soro, c'est que quand il y a eu en fait la compensation ou l'indemnisation, les communautés ont de suite pensé qu'elles doivent arriver à un certain niveau de vie et on appelle ça la rurbanisation. On a pris des personnes rurales et on les a amenées dans le côté urbanisation sans pour autant les accompagner en termes d'attitude, en termes de comportement, en termes d'aptitude par rapport à tout ce qui est urbanisation. L'urbanisation, ce n'est pas quelque chose qui s'invente en un clin d'œil. Et c'est ce qui se passe dans cette zone-là. Et dans la mission, moi j'ai posé la question au chargé des affaires communautaires. J'ai dit, mais si aujourd'hui vous devez encore déplacer des gens, est-ce que vous allez prendre le même schéma? Il me regarde et me dit, je vais réinterroger au moins ce déplacement-là, parce que là, la responsabilité sociétale, ce n'est pas juste de compenser, mais c'est aussi d'accompagner les communautés dans la préservation de leurs moyens de subsistance. S'il n'y a pas ça, pour moi, que sa compensation, indemnisation, quelque grâce qu'elle soit, s'il n'y a pas ça, si les populations prennent 1 milliard et au bout d'un an, elles deviennent précaires, ce n'est pas quelque chose de bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les études que nous menons, nous travaillons à faire en sorte que tout ce qui est rapport entre entreprise et communauté, qu'on travaille beaucoup sur ce devoir de diligence raisonnable qui va nous permettre derrière de travailler encore plus de manière beaucoup plus extensive sur ce qu'on doit faire pour préserver la dignité des communautés que nous devons déplacer inévitablement parce qu'il y a une concurrence de droit qui existe et même il y a une collision de droit qui existe lorsque un titre minier est octroyé à une entreprise.